Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens, avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Bienvenue dans le 33e épisode de Sensoscopie où nous allons explorer l'intelligence sensorielle de Sarah Boas. Nous allons redécouvrir avec elle la puissance de l'olfaction, cette capacité à sentir, à se relier au tangible, à nourrir notre mémoire émotionnelle et à habiter le monde avec finesse et curiosité. Rencontrons des empreintes sensorielles qui construisent cette manière si singulière qu'a Sarah d'écouter la vie avec tous ses sens. Une véritable plongée dans le monde invisible mais bien réel des molécules odorantes, un univers immense sur lequel nous allons porter notre attention. Et pour ce faire, je laisse sans plus attendre mon invité se présenter et nous mener par le bout du nez. Je suis Sarah Boas, journaliste et autrice. Je suis spécialiste des odeurs et du parfum. Donc ça fait une quinzaine d'années que j'écris exclusivement sur ces sujets. J'ai collaboré notamment avec la revue Nez, qui est une revue dédiée aux odeurs et aux parfums, dont j'ai été rédactrice en chef adjointe pendant 4 ans. C'est une revue qui existe toujours, pour laquelle j'écris toujours. Et puis en parallèle, j'écris pour d'autres titres de presse, mais toujours sur le sujet des odeurs et du parfum. J'ai dévoré votre livre. Je ne sais pas si le mot dévorer est vraiment le mot approprié pour dire votre livre, mais en tous les cas, par le bout du nez, m'a mené par le bout du nez. Merci Nous en beaucoup, reparlerons. Avant de déployer et de développer tout cet univers olfactif et cette merveilleuse histoire des odeurs et de qu'est-ce qui nous mène par le bout du nez, est-ce qu'on peut revenir à la petite fille qu'il y a sur cette photo que vous avez amenée? Très volontiers. Très volontiers. C'est une petite fille. Alors je sais pas, je me suis demandé, je pense qu'elle a à peu près 4 ans sur cette photo. C'est visiblement l'été. J'ai un petit chat sur les genoux qui était un chat qui s'appelait Scotch, qu'on avait baptisé Scotch parce qu'il venait dans le jardin et qui se collait à nous. Et c'est ce que montre cette photo. Et c'est donc le jardin d'une maison qui m'est chère, qui est la maison que mes grands-parents maternels avaient achetée dans les années 70 en Auvergne et qui est la maison dans laquelle j'ai passé la plupart des étés de mon enfance. Une maison dans un hameau entouré de fermes, un endroit très sauvage comparé au 18e dans lequel j'ai grandi et qui était vraiment pour moi le lieu de mes émerveillements d'enfant. C'est le lieu où j'étais en connexion avec quelque chose qui me manquait beaucoup à Paris, qui était alors la nature. Peut-être que aujourd'hui c'est pas forcément le mot que j'emploierais, mais en tout cas avec mes mots d'enfant, ce serait ça, c'était la nature, c'est-à-dire à la fois tout ce vert là qu'on voit sur cette photo, cette herbe dans laquelle on peut se rouler, ces petites fleurs des champs toutes plus belles les unes que les autres, et puis ce chat donc qui venait nous rendre visite. Il y avait aussi des chiens, il y avait une présence animale et végétale qui était beaucoup plus rare en fait à Paris. Et moi j'étais très, je dois le dire, je ne sais pas si c'est comme tous les enfants, mais j'étais très très sensible aux vies non humaines. Et j'étais fascinée en fait par les animaux en général, très sensible à leur existence. Et puis dans une moindre mesure, mais ça allait croissant, très intriguée aussi par la vie des plantes. Et donc je pense que cet endroit, cette maison, ces étés de mon enfance m'ont permis de laisser s'épanouir cette curiosité que j'avais pour tout ce qui était la vie des autres êtres que les humains.
Et vous vous souvenez des jeux que vous aviez? Parce que en fait, c'était des journées qui duraient une éternité. Ah, c'était des journées qui duraient une éternité et à l'époque, ça c'est quelque chose que je regrette beaucoup, un été c'était une petite vie dans la vie, quoi. C'était une parenthèse pendant laquelle moi j'ai le souvenir qu'enfant et même ado, l'été c'était le moment où je décidais qui j'allais être l'année d'après. Et c'était C'est des marrant moments de ça. mue en fait, vraiment. Moment de mue. J'ai une grande affection pour l'été, alors un peu moins aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud, etc. Puis parce que ça a un petit peu perdu cette valeur-là, mais pour moi l'été, l'enfance, c'est quelque chose de... C'est des mondes à part entière, quoi. Et des mondes très tournés à la fois vers le monde extérieur et puis à la fois vers soi-même, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on engrange justement dans le monde extérieur. Il y a un jeu dont je me rappelle qui est peut-être un peu à mettre en lien avec finalement mon métier et l'univers dans lequel j'évolue aujourd'hui. J'adorais faire des mixtures de plantes que je faisais absolument n'importe comment, enfin n'écoutant que mon intuition, et j'appelais ça du bon désinfectant. On faisait ça avec mon cousin et ma cousine. On prenait plein de trucs dans le jardin et ailleurs, on ramassait des choses pendant nos balades, on faisait des grosses bouillasses et on appelait ça du bon désinfectant. Je ne sais pas pourquoi. Que pour en avoir parlé avec mes copines, que c'est quelque chose d'assez répandu chez les enfants de faire un peu des mixtures et puis de s'imaginer qu'elles ont des potions, des vertus. Potions magiques. C'est des potions magiques en fait. Il y a cet imaginaire un peu de la sorcière, de l'herboriste, peut-être un peu du parfumeur aussi, puisqu'on utilisait pas mal de fleurs, je me souviens. Donc en tout cas, moi j'étais assez intriguée par l'univers des plantes, mais j'étais aussi intriguée par l'imaginaire des chimistes, des alchimistes. J'aimais bien les gens qui transformaient les choses. Et donc mes jeux l'été, c'était ça. C'était soit passer du temps avec des animaux ou à regarder des fleurs, soit faire des bonnes bouillies auxquelles j'étais contente d'imaginer qu'on pouvait trouver des vertus. Waouh. Et il y a le facteur temps aussi, je me rends compte aujourd'hui. J'aimerais beaucoup pouvoir retrouver les étés de mon enfance aussi, parce que on a le temps de s'ennuyer. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement rare. Je ne sais pas quand est-ce que je me suis ennuyée pour la dernière fois, mais ça se compte en années. Et aussi, moi, quelque chose qui m'a touchée dans ce que vous avez dit, c'est le temps de la mue, du temps d'intégration, du temps d'écoute et du temps de non-résultat. Des fois, parce qu'on des fois, la cible se dessine. On n'a pas forcément un objectif, mais la cible se dessine au fur et à mesure qu'on avance. Oui, tout à fait. Et en ce qui concerne les odeurs, alors moi je crois que ma sensibilité, elle était multicanale, quoi. J'étais très branchée odeur, mais j'étais tout autant branchée son, vue. Et d'ailleurs, je le suis encore. On a tendance à penser que je suis quelqu'un d'uniquement olfactif, mais parce que le fait d'être olfactif, c'est un trait tellement caractéristique, bizarrement, tellement singulier en tout cas, qu'on a tendance à s'imaginer que je suis qu'un nez sur pattes, mais en réalité, évidemment que j'ai aussi des yeux et des oreilles et des doigts, et je suis pas que olfactive. Simplement, c'est peut-être un trait un peu plus saillant dans une société où peu de gens le sont. Donc, mais en tout cas, voilà, je crois qu'en tant qu'enfant, j'étais olfactive, mais pas seulement. J'aimais aussi beaucoup regarder, écouter. J'étais pas uniquement cette petite truffe que j'observais chez les animaux, parce que pour revenir donc à ce chat qui est sur cette photo et puis au chien dont je parle dans mon livre, un truc qui m'a toujours beaucoup intriguée chez les animaux, c'est que eux sentent, et ça se voit. Je veux dire, personne n'aurait l'idée de contredire ou de douter que les animaux, pour le coup, sont olfactifs. Un chat renifle, un chien renifle, on le sait. Et donc, enfant, et c'est ce que je raconte dans un chapitre, dans le premier chapitre de mon livre, je me demandais en fait à quoi est-ce qu'ils pouvaient bien avoir accès, ces animaux qui sentaient. Est-ce qu'ils sentaient les mêmes choses que moi, mais juste ils leur accordaient plus d'importance? Ou est-ce qu'ils avaient accès à des informations auxquelles moi, j'avais pas accès? Non, ça, c'est particulièrement vrai des chiens. Complètement, mais d'ailleurs, c'est le fait, dans votre livre, où on raconte que quand on s'est redressé, du coup, on était moins sur le derrière de l'autre et que ça nous a aussi, on était moins animal. Oui. Bah, c'est vrai que quand l'homme est devenu bipède, alors ça se compte en millions d'années, hein, je crois que c'est quelque chose comme 7 millions d'années, de fait, son nez s'est éloigné du sol, et c'est sur le sol qu'il y a le plus d'informations odorantes. On peut comprendre
pourquoi des animaux qui vivent à quatre pattes ont une connexion plus forte aux odeurs. Et puis il y a aussi le fait que quand on a le museau à 40 ou 50 cm du sol, on voit beaucoup moins loin. Nous, à partir du moment où nos yeux se sont retrouvés à, disons, 1,50 m du sol, on a eu accès à des informations beaucoup plus intéressantes, peut-être certaines plus intéressantes sur le plan de notre survie. Et donc notre modalité de percevoir le monde s'est déplacée un petit peu de l'odorat à la vue. Aujourd'hui, la vue, c'est vraiment le sens roi. Enfin, ça, en fait, c'est tellement une évidence qu'on n'y pense même pas. Mais ce qu'on appelle le monde, avant tout, c'est l'image qu'on a autour de nous quand on ouvre les yeux, quand on a les yeux ouverts. Quand on pense le monde, c'est avant tout une image. Et les êtres humains particulièrement sont des êtres très très visuels. On estime que 80% de ce qu'on sait passe par la vue. Et c'est vrai qu'on a très peu tendance à se... Plus que l'audition. Plus que l'audition, oui. D'accord. Oui, je pense que le support de la vue est vraiment... Alors c'est à double tranchant parce qu'à la fois, c'est ce qui va lui donner... Le fait qu'une information soit visuelle, c'est ce qui va lui donner un certain crédit, qui va nous pousser à faire attention à elle. Et à la fois, aujourd'hui, ça c'est particulièrement vrai, on est tellement saturé d'images que je crois que le médium visuel est en train de perdre un peu de sa force pour nous. Et c'est vrai, on vit dans un monde où non seulement on est saturé d'images, mais en plus la véracité des images qu'on nous propose est de plus en plus questionnable. Et on sait de manière plus ou moins intuitive qu'on va être berné par notre vue. On l'est de plus en plus. Ce qu'on peut faire aujourd'hui en intelligence artificielle versus il y a quelques mois, c'est quand même ahurissant. Enfin, moi, je me pose vraiment la question, mais à très court terme, du monde dans lequel on va vivre quand aucune image ne pourra vraiment être prise pour argent comptant. D'où l'importance de développer tous ces sens. D'où l'importance de développer tous ces sens. Et parmi nos 5 sens, l'odorat, à mon sens, a un statut un petit peu particulier. Alors le toucher aussi, c'est vrai que le toucher, il a cette dimension de vérité, puisque quand on touche quelque chose, c'est que cette chose, elle est là. Mais l'odorat, c'est quand même encore plus fin que le toucher. L'odorat, ça nous renseigne de manière très très précise sur ce qui est en présence de nous, ce qui est là, ici et maintenant. Et c'est quelque chose que notre vue ou notre ouïe peuvent faire aussi, mais de manière beaucoup plus douteuse. Donc l'odorat, c'est une porte, à mon avis, d'accès vers ce qui est réel, dans un monde qui tend à l'être de moins en moins. La réalité se délite. Ouais. Qu'est-ce qui est vrai? À quoi est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'une image est vraie ou fausse? Est-ce que la voix de quelqu'un est vraie ou fausse? Parce qu'on parle d'intelligence artificielle, j'ai entendu aussi des fakes, qu'on peut faire des deepfakes avec la voix de quelqu'un. C'est délirant et on est au début de tout ça. Donc dans quelques mois, quelques années, on pourra totalement tromper nos yeux et nos oreilles et ça va être un vrai problème. Est-ce qu'on pourra tromper notre nez? Moi, je ne suis pas assez au fait de ce qui se développe actuellement dans des laboratoires. Je ne peux pas vraiment répondre de manière certaine, mais ce qui est sûr, c'est que d'ici qu'on puisse vraiment falsifier une odeur de la même manière qu'on peut aujourd'hui falsifier une image ou un son, on a un peu de temps quand même devant nous, quoi. D'où l'importance de ce sens olfactif dans un discernement, un travail de discernement, de se retrouver, de se reconnecter, de se réaxer à quelque chose de tangible. De tangible et d'authentique, on va dire. Exactement, et ça me paraît donc particulièrement intéressant aujourd'hui du fait de la virtualisation du monde, et puis aussi parce que à force justement de solliciter surtout nos yeux avec les écrans, aussi un peu nos oreilles, on a tendance à se couper réellement du monde. Et l'odorat, c'est vraiment une manière de relationner avec ce qui nous entoure qui est très intéressante parce qu'elle nous oblige à déplacer notre attention déjà vers une modalité qui n'est pas celle vers laquelle on tend naturellement. Ça nous demande un effort d'attention à la fois à ce qui nous entoure et puis à la fois à ce que ça réveille en nous, quoi. Notre odorothèque. Notre odorothèque, et puis l'odorat est un sens qui a des connexions privilégiées dans notre cerveau avec les centres de la mémoire et des émotions. Et donc sentir, c'est forcément ressentir. Là où on peut voir des choses, et d'ailleurs ça aussi c'est quelque chose qui me préoccupe, moi j'ai l'impression d'être dans une sorte de lente anesthésie vis-à-vis des images. Les images peuvent provoquer des émotions, mais on voit tellement de trucs dans tous les sens, de toutes les sortes, toutes plus horribles les unes que les autres, qu'il y a quand même une espèce de... Je pense que la vue perd un peu de sa force.
Alors que l'odorat, déjà, on le sollicite beaucoup plus rarement. Donc, quand on est en lien avec ce sens-là, on a tendance à avoir une attention assez particulière. Oui. Et ensuite, du fait de cette connexion avec notre mémoire et nos émotions, l'odorat, c'est un sens qui nous renvoie aussi beaucoup à nous-mêmes, à notre propre histoire, à nos sensibilités. Et nos émotions d'enfant. Et à nos émotions d'enfant, évidemment. C'est quelque chose qui m'est très, très cher en tant que journaliste et puis aussi en tant qu'être humain tout court, en fait. Mais quand on parle d'odeur avec les gens ont très souvent tendance à parler de leur enfance. Parce que les souvenirs olfactifs qu'on acquiert pendant l'enfance, et les souvenirs tout court d'ailleurs, ont tendance à se graver avec une force assez particulière. Et ce qui est merveilleux avec les odeurs, c'est qu'on peut vraiment réveiller des souvenirs qui sont parfois très très lointains. Et parfois des souvenirs qu'on n'avait pas sollicités depuis des dizaines d'années. Ça, c'est quelque chose que je trouve super émouvant. Parfois, une personne âgée, vous lui faites sentir un truc qu'elle n'a pas senti depuis 60 ans, et tout d'un coup, elle va vous parler de cette maîtresse d'école, de comment elle était habillée, de choses à la fois très très lointaines et extrêmement précises. Et ça, c'est une particularité effectivement des souvenirs liés à l'olfaction, parce qu'il ne faut pas oublier que l'odorat, c'est quand même un sens de survie à l'origine. C'est un sens qui est très très lié à notre survie. Et on a tout intérêt pour cette survie à encoder de manière particulièrement profonde, puissante et durable les souvenirs qui sont liés aux odeurs qu'on croise. C'est-à-dire que, pour expliquer ça de manière un peu plus concrète, imaginez par exemple le temps où il fallait très vite décider si on mangeait les plantes qu'on croisait dans la nature ou pas. La vue, elle peut facilement confondre de plantes et puis elle a la mémoire un peu courte, alors que notre odorat, quand on sent quelque chose qui nous a rendu malade, même si c'était il y a 20 ans, et ça on le vit nous tous encore aujourd'hui, j'ai une copine qui ne peut pas renifler un Kinder Pingui, ça fait 30 ans qu'elle a fait une indigestion alimentaire, 30 ans plus tard ça lui fait toujours le même effet. On a tous un peu ce genre d'expérience, et c'est vrai que les émotions et les réactions qui sont liées à telle ou telle odeur sont très très fortes et très très durables, parce que en fait notre odorat c'est un peu le gardien aussi de notre survie, et qu'il a cette capacité à faire remonter, alors pas forcément les souvenirs eux-mêmes, parfois il y a des souvenirs, des images, des choses précises, parfois c'est simplement une sorte d'intuition qu'il ne faut pas, par exemple, manger telle chose. On voit bien que dans le frigo, si t'es pas sûr que l'aliment soit bon, on va d'abord le sentir. Exactement. Et on fait instinctivement ça, plonger le nez dans une bouteille de lait pour voir si elle est encore bonne ou pas. Et on n'a pas eu besoin de quelqu'un à l'école qui nous dit, alors ça c'est quelque chose qu'on peut boire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas boire. Quand vous dites c'est l'instinct qui est le plus relié à la survie, on pourrait dire ça des autres sens, non ? Par exemple, on voit quelqu'un avec une arme à feu, si on a vu que les armes à feu tuaient, ça nous... Enfin, je sais pas. Ou est-ce qu'on engrange l'instinct de survie pareil avec les autres sens ? C'est-à-dire que si j'ai entendu un bruit, si j'associe un bruit à une chanson, à une histoire d'amour, ou... Ce qui est particulier avec l'odorat, c'est que, pour reprendre votre exemple des armes à feu, vous voyez quelqu'un avec une arme à feu, il ne va pas vous falloir très longtemps pour vous dire « là, il y a un danger, il faut que je me tire ». Mais l'information de cette personne avec une arme à feu, elle a d'abord transité par la partie consciente de votre cerveau, le cortex orbitofrontal, qui va avoir décortiqué l'information, qui va s'être dit « bon, une arme à feu, c'est dangereux, ça peut tuer, je suis dans une situation où il y a une arme à feu, il faut que je décampe ». La différence avec l'odorat, c'est que les informations qu'on reçoit par le biais de ce sens, elles sont d'abord traitées par une partie inconsciente de notre cerveau, qu'on appelle le cerveau limbique. C'est ça. Et ce traitement de l'information odorante va avoir lieu avant que cette odeur devienne consciente. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous balader dans la rue et vous sentez une forte odeur de cramé. Vous allez d'abord avoir l'émotion ou la réaction liée à cette odeur avant même d'avoir conscientisé l'odeur, en fait. Et c'est en ça que l'odorat est un sens qui est particulièrement lié à notre survie. D'où l'importance d'être en contact et connecté à cette attention olfactive en tant qu'humain, parce que c'est aussi être plus à l'écoute de sa survie et de la bonne action au bon moment finalement. Oui, mais alors ce qui est fabuleux, c'est que même quelqu'un qui est complètement déconnecté de son odorat, comme on est assez nombreux en fait à pas vraiment faire attention aux odeurs dans la vie de tous les jours, va pas forcément avoir plus de risques d'avoir une intoxication alimentaire ou de se laisser prendre dans un feu. En fait, et c'est ça qui est
qui est assez génial avec l'odorat, et je pense qu'on devrait tous lui en être reconnaissants, c'est que même quand on se fout éperdument de lui, il continue à faire son boulot. C'est-à-dire à être constamment à l'affût de toutes les informations odorantes qu'on croise, et quand l'une de ces informations qui est traitée, donc encore une fois de manière inconsciente, nécessite notre attention, nécessite une réaction, cette information-là va être transmise à notre cortex orbitofrontal et va donc devenir consciente. Donc si vous, encore une fois, vous vous préoccupez peu des odeurs, mais vous ouvrez le frigo et ça sent la mort, ou bien vous sentez en plein milieu de la nuit une odeur de cramé, vous allez être réveillé comme tout le monde en fait. Donc l'odorat remplit son rôle d'organe de survie. Encore faut-il que le bulbe fonctionne. Alors bien sûr, il peut y avoir effectivement des défaillances, mais quand même globalement, l'odorat de la plupart des gens fonctionne à peu près normalement. Donc il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas eu de dégradation ces dernières années liées à trop de substances chimiques, je ne sais pas, y a pas eu, on n'a pas noté de dégradation du bulbe Alors si, olfactif. il y a plein de facteurs qui peuvent... déjà, il y a une dégradation naturelle à partir de 50 ans des facultés olfactives si on n'entretient pas son odorat, c'est-à-dire si on ne l'exerce pas en conscience, parce que c'est là où je voulais en venir. La différence entre une personne qui va simplement se contenter d'utiliser son odorat pour se rendre compte qu'une bouteille de lait est périmée, et quelqu'un qui est plus régulièrement en contact avec son odorat pour le plaisir, en fait, pas simplement par instinct de survie, pour le plaisir, c'est que en fait, on a un univers d'une richesse incroyable, en fait, à explorer et dans lequel s'épanouir, à la fois de connaissance du monde et de connaissance de soi-même. L'odorat, c'est quand même une porte ouverte sur le monde qui nous entoure, qui a une saveur pour moi tout à fait particulière, et qui est notamment liée au fait qu'elle nous renvoie sans arrêt à notre propre histoire. Ça, c'est quand même génial. Je trouve que ce serait dommage de se contenter des bouteilles de lait périmées quand on peut sans arrêt se balader d'une époque de notre vie à une autre, d'une association d'idées à une autre. Enfin, l'odorat, vraiment, quand on commence à être en contact avec lui, je trouve qu'il nous emmène dans un espèce de voyage de chaque instant. Et ça, c'est merveilleux. Je trouve que ce serait vraiment dommage de se contenter d'y voir un oui, organe donc de survie. Ça veut dire qu'aussi, c'est un accès plus direct à une connaissance de soi. Ben moi, en tout cas, il me semble que d'être connecté à son nez, c'est aussi... vous voyez, c'est ce que je raconte dans mon livre. Moi, je suis très soucieuse de me souvenir des choses, et j'ai une mémoire qui n'est pas... j'ai pas toujours bien compris comment elle fonctionne. J'ai des souvenirs très précis d'événements qui me paraissent totalement insignifiants, et puis il y a des choses très importantes que j'ai totalement oubliées. Et je trouve que les odeurs ont ça de merveilleux, que régulièrement et de manière tout à fait sans logique apparente, elles me baladent dans des moments de ma vie ou des associations d'idées que je trouve parfois complètement incongrues. Et j'adore ça. Oui. En ce qui concerne les souvenirs d'enfance, c'est vrai que je crois que si j'avais pas d'odorat, il y a plein de souvenirs auxquels je n'aurais pas accès, qui ne remonteraient jamais. À quel moment la petite fille, elle se rend compte de ça, que l'odorat c'est important? Parce qu'il y a de faire de la bouillasse avec des plantes, de jouer à la sorcière, d'être dans cet univers, comme vous l'avez décrit au début, de nature et un contraste aussi avec une enfance donc, dans le 18e parisien et l'Auvergne l'été. À quel moment cette petite fille, on sent qu'elle prend conscience que c'est important? Alors moi, j'ai pas de souvenir de déclic particulier. Par contre, je pense que mon intérêt pour les parfums m'a permis de prendre conscience qu'il y avait un intérêt à cet endroit-là. Comment ça vient, l'intérêt pour les parfums? Alors, j'ai pas non plus de souvenirs précis, mais je sais que j'adorais ouvrir tous les flacons que je rencontrais, que ce soit chez moi les parfums de mes parents, ou que ce soit les flacons qui traînaient justement par exemple dans cette maison de vacances, ou un peu partout où j'allais. Et les parfums, pour moi, c'était des objets assez particuliers parce que c'était des odeurs dont on parlait, des odeurs qui étaient précieuses, qui étaient valorisées, qui étaient mystérieuses, qui étaient, encore une fois, portées par les gens de leur plein gré. Là où les odeurs au sens large, c'était un champ qui était assez peu verbalisé. Je ne parlais pas beaucoup d'odeurs de manière générale. J'entendais pas beaucoup parler des odeurs de manière générale. Par contre, je voyais bien que le parfum, ça concernait quasiment tous les adultes.
C'était des produits précieux avec des pubs trop belles. Et c'était des odeurs qui étaient différentes des autres. Mais le fait qu'on puisse s'y intéresser, le fait qu'elles existent, m'interrogeait parce que ça pointait aussi le décalage qu'il y avait entre ces odeurs qui avaient droit de citer et toutes ces autres odeurs qui étaient partout ailleurs, mais dont personne ne parlait. Oui, c'était pas noble. Qui n'étaient pas nobles, ouais, qui n'étaient pas, en tout cas visiblement, qui n'étaient pas dignes d'intérêt pour la plupart des adultes. Ouais. Bon, ma curiosité, elle est de comment cette sensorialité enfant mature au point que ça devienne un métier. Alors, je crois que le processus de maturation, il s'est fait à l'insu de mon plein gré. C'est-à-dire que je me rappelle m'être dit que je pourrais être parfumeur, que ça devait être chouette. En plus, mes parents étaient plutôt au fait de l'existence de ce métier, ce qui n'est pas toujours le cas. Ils avaient aussi vu que je m'intéressais aux odeurs. Eux-mêmes étaient plutôt, je m'en rends compte avec le recul, plutôt ouverts à la chose odorante. Ils portaient des parfums, il pouvait nous arriver de parler d'odeurs. Mais j'avais pas, moi, une vocation particulière. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était d'écrire. C'était ma deuxième passion après les odeurs, ou peut-être à peu près au même niveau, c'était les livres. Et j'adorais évidemment l'odeur des livres, que j'aime toujours. Et comme je voulais écrire, je me suis assez naturellement, je crois, dirigée vers des études de journalisme après le bac. Après avoir envisagé aussi d'être traductrice, parce que j'adorais la traduction. J'adorais les langues étrangères et je me disais que ce serait aussi un beau métier. Mais j'avais, je ne sais pas comment dire, pas vraiment envisagé d'en faire mon boulot. Et ce qui s'est passé, j'ai été envoyée, mais un peu par hasard, interviewer un parfumeur qui s'appelle Jean-Claude Héléna, qui était à l'époque parfumeur chez Hermès, dont je connaissais les créations, mais dont je ne connaissais pas vraiment l'existence lui. Si ce n'est qu'il avait écrit un bouquin que j'avais, qui était le petit Que sais-je, consacré justement au parfum, que j'avais lu par curiosité, mais sans vraiment que ça déclenche de vocation particulière. Et donc, un jour, un magazine pour lequel je pigeais, et j'étais toute jeune journaliste, hein, ça faisait à peu près 1 an que je travaillais, j'écrivais sur tout un tas de sujets, tout ce que je pouvais. Et donc, je suis envoyée interviewer le parfumeur d'Hermès, Jean-Claude Héléna. Et là, ça a été une sorte d'épiphanie pour moi, parce que notre entretien m'a complètement captivée. Je me suis rendu compte qu'il y avait un univers entier qui restait encore largement à découvrir pour moi, mais pour lequel je présentais toute la sensibilité du monde depuis toujours. C'est un petit peu comme si tout d'un coup l'évidence une révélation jaillissait, quoi. Et curieusement, pas dans le sens il faut que je devienne parfumeur moi aussi, mais plutôt j'ai envie de tout savoir du parfum et des odeurs, et j'ai envie d'écrire là-dessus. J'ai envie de comprendre, en fait, parce que finalement les odeurs m'ont toujours beaucoup questionnée. Mais il y a beaucoup de questions qui étaient restées en suspens. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, après 15 ans à écrire exclusivement sur ce sujet et avoir rencontré énormément de gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont affaire aux odeurs, il y a encore beaucoup de réponses que je n'ai pas. Et ça me va très bien comme ça. Les odeurs ont toujours été plutôt pour moi un prétexte à me poser des questions qu'à trouver des réponses. Et je crois que c'est un domaine en plus qui... parce qu'il est encore assez mal compris, comparé à d'autres sens qui sont très bien compris par l'homme depuis parfois des siècles. La vision, l'ouïe, c'est quand même des sens qui sont très bien connus. L'odorat conserve encore une petite part de mystère. Ces mécanismes ont été vraiment mis à jour il y a seulement une 40aine d'années, ce qui est extrêmement récent comparé à plusieurs siècles pour les autres sens. Donc, il y a une part de mystère de toute façon inhérente à l'odorat, et puis aussi parce que l'odorat, je pense, de toute façon, nous connecte à quelque chose qui est par essence mystérieux, c'est-à-dire un monde de l'infiniment petit, un monde de l'invisible, un monde qui est toujours un peu à cheval entre ce qui est là et ce qui n'est pas là. Les odeurs me fascinent dans leur capacité à nous témoigner la présence de choses qui sont invisibles. Les odeurs nous connectent, encore une fois, à des choses qu'on ne voit pas, et je crois que je suis très sensible à l'invisible. Oui, puis voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que ça permet de faire exister un monde qu'on ne voit pas. Exactement. Par quelque chose
du domaine de l'émotion, parce que si on parle de quelqu'un qui est passé dans une pièce, l'odeur peut, selon notre odorothèque et notre référentiel émotionnel bien sûr, mais nous renseigner sur Oui, cette alors personne. parfois par le biais de l'émotion, mais parfois Pas. sans forcément d'émotion particulière, mais en tout cas on peut avoir des informations euh, de manière presque pas magique, parce qu'en plus c'est quelque chose de très tangible. Quand je dis que pareil, quand j'étais à l'école, je trouvais ça génial de pouvoir savoir ce que j'allais manger à la cantine avant d'arriver à la cantine, parce que j'avais senti, je trouve ça génial, parce que il y a quelque chose de presque un peu... oui, magique à ça, mais en fait pas du tout. C'est quand même des molécules odorantes qui se sont échappées des aliments, qui sont en train de mijoter dans des grandes cuves en inox dans la cantine, qui sont en train de se frayer leur chemin à travers les couloirs de l'école et d'arriver dans mes narines. Mais en fait, c'est juste une question d'échelle. Nous, à notre échelle d'humain, c'est invisible, c'est mystérieux, c'est magique. Oh là là, comment tu sais comment tu fais pour savoir qu'on va manger du chou? En fait, juste, je sens, j'ouvre mes narines et je me demande ce qu'elle me raconte. Ouais. Et en fait, voilà, je crois que ce qu'on considère comme invisible, je crois qu'il y a une espèce de confusion finalement entre ce qui est invisible parce que ce n'est pas à l'échelle de notre vue, parce que c'est infiniment petit, les molécules odorantes, on ne les voit pas, mais pour autant, c'est des choses tout à fait tangibles. Et l'invisible qui appartiendrait à quelque chose d'un peu plus ésotérique, un peu plus... peut-être un peu plus subjectif. Oui, mais les odeurs, c'est pas de la sorcellerie, quoi. Non, c'est des molécules. Si tu gardes le pull d'un défunt, pour avoir l'odeur, tu l'as 20 ans après. Enfin, exactement. C'est une émotion qui est très vive, qui peut être réconfortante même. C'est comme un doudou. Oui, et l'odeur des défunts, ça c'est vraiment quelque chose de... Je consacre un chapitre à la disparition de ma grand-mère, dont je cherche désespérément au lendemain de sa mort à déterminer qu'est-ce que je vais bien pouvoir emporter d'elle dans son appartement qu'on est en train de vider. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir emporter d'elle qui va me ramener à son souvenir. Et finalement, je me rends compte que les seules choses, ou plutôt les choses qui me ramènent le plus puissamment à elle, c'est des odeurs. Et les odeurs, par essence, elles sont éphémères. Elles sont éphémères et je crois que c'est ce qui participe aussi à leur beauté. Elles nous renvoient à la fragilité de la vie elle-même aussi. Une odeur, elle n'est jamais acquise. Une molécule odorante, elle finit par s'évaporer, quelle qu'elle soit. Donc elles ont une durée de vie limitée, ces odeurs. C'est le drame de tous ceux qui les aiment. Et en même temps, je crois que c'est ce qui leur donne aussi beaucoup de beauté. Oui, une acceptation et puis une puissance, parce que ce qui est rare est cher. Exactement. Et je raconte dans ce livre que finalement, une des choses avec lesquelles je repars de l'appartement de ma grand-mère, c'est des vieux torchons usés jusqu'à la moelle, des torchons rouges et blancs là, que je revois dans sa cuisine, qui étaient tout bien pliés dans son armoire. Et qui avaient effectivement l'odeur de sa lessive bien sûr, mais aussi l'odeur de l'appartement lui-même, puisque ils étaient dedans depuis des années, donc en fait ils sont imprégnés de cet appartement qui concentrait toute la vie de ma grand-mère en fait, et donc probablement même qui contenait des tout petits morceaux microscopiques de ma grand-mère, ces torchons. Et j'ai écrit ce livre peu de temps après son décès, et donc j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais je conserve ces torchons aujourd'hui dans une boîte en plastique hermétique dans ma cave. Et il m'arrive de temps en temps d'aller ouvrir cette boîte et de sentir ces torchons. Je pleure à chaque fois, même si c'est juste 2-3 petites larmes pour la forme. Ça me fait toujours une émotion forte. Et je crois que je suis autant émue par l'idée d'être un peu en contact avec ma grand-mère à ce moment-là, que je suis émue par le constat que cette odeur va disparaître. Et je le sens bien, puisque chaque fois que je vais retrouver ces torchons, ils sentent un petit peu moins fort que la précédente. Et je sais que j'en ai plus pour très longtemps. Je veux dire, dans quelques années, il n'y aura plus rien sur ces torchons. Donc le dernier lien physique à ma grand-mère, finalement, aura disparu. Et c'est comme une sorte d'autres petits deuils, alors moins important que le premier, mais c'est un deuil peut-être plus symbolique, mais qui est malgré tout, qui s'appuie sur une réalité matérielle. Pour certaines personnes, il n'y a que par le biais de tels parfums qui vont pouvoir avoir accès, par exemple, aux souvenirs de leur mère, avec une telle qualité, une telle richesse de détails, une telle émotion, justement. Entre voir une photo de sa mère et sentir le parfum de sa mère, il y a un monde. Et je crois que beaucoup de gens ont déjà fait l'expérience de ça, justement, de savoir qu'on peut être relié à quelque chose à l'intérieur de soi qui nous est très très précieux et très très cher par le biais d'une odeur. Si cette odeur disparaît,
et ben, c'est aussi toute cette zone de nous-mêmes qui disparaît. Donc je raconte dans mon livre que le sujet des parfums dont la forme change, c'est pas juste une question de les marques nous arnaquent, j'en ai moins pour mon argent ou je ne sais quoi. C'est la question du souvenir en réalité. Et je parle notamment de cette anecdote que m'avait raconté le parfumeur de Guerlain à l'époque, Thierry Vasseur, qui me disait qu'une dame était venue le trouver après que la marque ait arrêté un parfum qui s'appelle Derby, qui était le parfum de son mari défunt. Et elle l'avait engueulé, elle lui avait dit « Vous m'avez volé mon mari ». Mais on comprend bien ce qu'elle veut dire, cette dame. On le comprend bien. Moi, j'ai un petit peu moins de souvenirs de cet ordre-là. J'ai la chance d'avoir surtout des personnes qui ont porté des parfums qui existent encore. Mais c'est terrible, la perte d'une odeur, quand une odeur est, encore une fois, une voie d'accès rapide et particulièrement efficace. À une sécurité affective. À quelque chose qui nous est précieux. Bah oui, parce qu'on est construit de sécurité, de mémoire affective. Oui. Et donc, la liberté voudrait qu'on se détache émotionnellement de ces fameuses attaches affectives et que ce serait ça grandir. Néanmoins, de temps en temps, je pense qu'on a besoin de consolation, de réconfort et de ce lien à notre univers, de l'émerveillement de l'enfance pour garder justement cette disponibilité, cette innocence. En tout cas, c'est aussi une façon de rester incarné. Peut-être je me trompe. Non, je suis complètement d'accord avec vous et ça va justement, vous parlez d'incarner, ça va vraiment chercher dans notre chair, quoi. Les souvenirs réveillés par l'odeur, c'est des souvenirs déjà qui sont pour moi d'une qualité particulière, puisque justement les odeurs, quand on recroise une odeur qu'on a croisée par le passé, a fortiori si elle était récurrente dans le passé et encore plus si elle était associée à une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs, c'est des souvenirs qui sont particulièrement incarnés, qui sont particulièrement riches et qui sont particulièrement émotionnels parce que précisément quand on recroise une odeur, notre cerveau réactive non seulement le souvenir, mais les émotions qui étaient rattachées. Et ça, encore une fois, c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire, parce que, évidemment, il y a beaucoup de belles histoires à raconter autour de ça. Il y a aussi des histoires terribles. Une odeur qui a été associée à un événement traumatique, c'est une odeur qui va être en elle-même traumatique par la suite, pour toute la vie. Est-ce que ça se désemprunte ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, peut-être avec des techniques comme le MDR, il doit exister des moyens soit de se libérer totalement des souvenirs associés à une odeur, soit au moins de les atténuer, ou peut-être en les comprenant aussi de réussir à vivre avec. Vous avez fait cette expérience, vous, d'avoir un souvenir pas agréable avec une odeur et du coup de faire un travail de je me détamponne cette chose-là, ou alors un travail d'acceptation que la vie est faite de choses traumatiques et que ça n'est pas je peux lui laisser de la place sans lui laisser toute la place et envahir mon quotidien. Alors, j'ai pas, moi, fait de travail de ce type-là pour me libérer d'une odeur. Je crois aussi que, un petit peu comme en psychanalyse, finalement, quand on fait la lumière sur des liens qu'on a noués à l'intérieur de nous-mêmes à notre insu, ça a tendance à faire perdre un peu de leur force à ces liens. Ça ne veut pas forcément dire s'en libérer, mais je pense quand même que comprendre, c'est déjà un petit peu avancer sur le chemin d'une libération, même si, évidemment... tout dépend du traumatisme. Je ne veux pas du tout faire de généralité sur ces sujets qui peuvent être très douloureux, très sensibles. Mais en tout cas, moi, je crois quand même que le fait d'avoir une conscience aiguë des odeurs, peut-être me permet aussi de les apprécier davantage pour ce qu'elles sont et peut-être d'être un petit peu moins justement en proie à ces mécanismes qui sont à l'œuvre chez chacun d'entre nous. C'est-à-dire que les odeurs sont associées à des souvenirs, à des émotions, que le cerveau fait ce travail-là, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, qu'on soit réveillé ou pas, le nez est en permanence sur le pont, ça il faut vraiment bien se le dire. Donc même encore une fois, si vous vous fichez des odeurs, une odeur de feu va vous réveiller, une odeur que vous avez associée à un traumatisme, même un traumatisme que vous avez oublié, va vous mettre dans un état de stress, parce que votre nez fait son boulot. Et notre nez, justement, on le disait, c'est un organe d'alerte, c'est-à-dire que ce qui intéresse notre nez, c'est les changements de notre environnement. Là, par exemple, on est arrivé dans cette pièce, moi ça fait à peu près 1 heure que je suis là, j'ai senti l'odeur qu'il y avait en arrivant. Là, elle est plus active, je la conscientise plus de manière active parce que c'est bon, l'information a été intégrée, mon nez a déterminé que cette odeur ne présentait pas un danger, donc il la passe en sourdine. Il l'a classée. Voilà.
Par contre, s'il fait ça, s'il l'a classé justement, c'est pour pouvoir rester alerte. Et si tout d'un coup, là, il y a une odeur de feu qui déboule, je serai en mesure de la sentir, de la traiter et de réagir en conséquence. Notre cerveau priorise. Notre cerveau, Ouais. nos zones qui sont dédiées à l'olfaction traitent chaque nouvelle information odorante, mais une fois que l'information a été estimée safe, elle est mise de côté pour justement qu'on puisse rester alerte. Tout ça pour dire que notre nez se préoccupe surtout des informations nouvelles. Et donc l'odeur de notre propre corps, en temps normal, si on ne vient pas de faire du sport, si on n'est pas adolescent Ou malade, c'est une odeur à laquelle on pense très peu, qu'on conscientise très rarement. On la conscientise justement quand il y a des changements. Et l'adolescence, c'est un âge où notre équilibre hormonal, l'équilibre, tout change en fait à l'adolescence. Et je crois que si on est particulièrement sensible à ses propres odeurs à cet âge-là, c'est probablement parce que justement, on sort de l'enfance et on entre dans autre chose. Et cette autre chose a une odeur nouvelle et c'est quand même vachement intriguant. L'odeur de mes règles dont je parle effectivement dans mon livre, probablement qu'elle m'a intriguée d'autant plus qu'elle marquait aussi un passage très symbolique dans la vie. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser à passer de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte. C'est un peu comme le même cheminement que de devoir perdre une odeur de quelqu'un qu'on aime. Tout à fait. Et il y a quelque chose, moi j'ai 2 filles qui ont aujourd'hui 9 et 5 ans. Je pense que je suis très très loin d'être la seule. J'ai eu un amour mais complètement déraisonnable pour leur odeur de bébé. Enfin vraiment, je m'en suis... je ne sais même pas quel serait le bon verbe à utiliser. Je m'en suis repue, mais jusqu'à l'écœurement, je les ai reniflés. Et avec la conscience, puisque donc, surtout pour la deuxième, puisque j'avais déjà vécu cette expérience une première fois, avec la conscience tragique que ces odeurs allaient disparaître, que cette petite odeur là dans le pli du cou qui sent un peu la levure, le pain chaud, l'odeur de kiri qu'il y avait dans la bouche de ma fille aînée quand elle était uniquement allaitée, elle avait littéralement une odeur de kiri dans la bouche, c'était à se damner. Je savais que ça allait disparaître et je me rappelle, pour ma fille aînée, ce moment où j'ai commencé à sentir par exemple que le matin, elle commençait à avoir une petite haleine qui n'était pas ni le kiri, ni le lait, ni le pain, enfin quelque chose de nouveau. Et je me disais, en fait, c'est juste son corps qui change, c'est l'équilibre, la flore bactérienne dans son ventre, dans sa bouche qui est en train d'évoluer et qui apporte avec elle son lot de nouvelles odeurs. Et donc quand j'ai eu ma deuxième fille, en me disant que ce serait probablement la dernière, j'étais peut-être encore plus à l'écoute, et un petit peu comme avec ces torchons de ma grand-mère. Pareil. Les odeurs dont on sait qu'elles vont disparaître acquièrent un supplément de beauté et peut-être qu'il y aurait une leçon à tirer pour la vie en général de ça. Les choses qu'on sait éphémères, on a tendance à en prendre davantage soin. La vie est éphémère. Rappelons-nous. On est censé le savoir, mais on a une capacité prodigieuse à l'oublier. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je trouve que les odeurs nous rappellent ça. Il y a un mélange, donc il y a une petite signature qui peut venir par un parfum, mais il y a tellement d'autres choses. C'est comme quand vous rentrez dans l'appartement de votre grand-mère, il y a presque même les bruits qui viennent s'associer aux odeurs. Oui, et c'est ça que je trouve aussi merveilleux avec les odeurs des gens, les odeurs des lieux. En fait, c'est des assemblages d'une complexité moléculaire qui est vertigineuse. C'est-à-dire qu'on dit l'odeur de chez toi, mais en fait, l'odeur de chez toi, c'est potentiellement, 10 000 molécules odorantes différentes qui sont convoquées. Alors, peut-être que toutes n'ont pas la même importance, mais c'est comme des accords d'une complexité dingue. Et en fait, justement, par le biais des odeurs et par la subtilité en fait des informations que nous renvoie ce sens, parce que comme vous le disiez, on ne sent pas pareil aux différents âges de la vie, on ne sent pas pareil non plus aux différents moments de la journée. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage avec l'ensemble du vivant. Les fleurs, elles ne sentent pas pareil le matin que le soir. Moi, par exemple, en faisant des voyages pour découvrir des filières de matières premières, d'ingrédients de la parfumerie, je rencontre des gens qui sont tout à fait au courant, par exemple, que le jasmin, il faut le cueillir à 5 h du matin et ensuite il faut se précipiter à l'usine d'extraction parce que si on ne se précipite pas à l'usine d'extraction, cette odeur très particulière qu'elles ont au lever du jour, elle aura déjà commencé à faner ou elle aura déjà évolué parce qu'en fait les fleurs sont vivantes, je ne vous apprends rien, et elles changent d'odeur au fil de la journée. Et en fait, en réalité, tous les végétaux aussi, tous les animaux aussi, le vivant n'est que mouvement, n'est que échange d'informations, échange
n'est que transformation perpétuelle en fait. Et ça aussi, je trouve que si on devait s'en référer qu'à notre vue, déjà il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Je pense que l'essentiel est invisible pour nos yeux, ça je ne l'ai pas inventé. Mais une des choses qui nous passe complètement au-dessus, c'est que les choses ne sont pas du tout permanentes. Et notre vue a tendance à voir les choses de manière très délimitée et permanente. Une table est une table, elle est posée sur le sol mais n'a rien à voir avec lui. Et puis cette table, elle sera là pour toujours. En fait, pas du tout. Cette table, elle est déjà en train de se décomposer. Ouais. L'endroit où elle est en contact avec le sol, il y a forcément des échanges. Bon, et c'est peut-être pas les meilleurs exemples parce que là, c'est 2 objets qui sont inanimés. Mais dans la nature, dans le grand monde, les frontières entre les choses sont pas du tout aussi nettes que ce qu'on s'imagine. Tout est poreux, tout est en évolution. Et donc, le fait que l'odeur d'un être humain ou d'une fleur puisse ne pas être la même à différents moments de la journée ou différents moments de la vie, je trouve que ça nous permet aussi d'être en contact avec cette chose qui est si difficile à appréhender par le seul biais de la vue, qui est que tout évolue en permanence. Très riche. Permanence. Et que nous, on n'est pas la même... Moi, je ne suis pas la même personne que quand je suis arrivée ici il y a 1 heure. Mais, alors, je pourrais dire ça de manière un peu pompeuse pour dire notre échange m'enrichit, etc. Oui, ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, mon corps change en permanence. Mais c'est très intéressant parce que ça m'emmène sur le fait que l'importance du sens olfactif, c'est aussi accepter qu'un point de repère soit mobile et soit en évolution constante. Exactement. Parce qu'on a tendance à se sécuriser souvent avec du figé, à vouloir aussi retrouver une odeur telle qu'elle était, que ce soit pour un défunt, et avoir du mal à accepter la perte. Or, vivre, c'est perdre, mais ce n'est pas une idée noire. Parce que si on s'entraîne à justement que notre propre odeur et notre propre référentiel émotionnel bougent tout le temps, bah finalement on est plus joyeux de la perte. Exactement, et en tout cas on l'assimile comme une donnée intégrante de la vie. De la vie, exactement. En fait, la vie c'est ça d'ailleurs. Ce qui différencie quelque chose d'inerte de quelque chose de vivant, c'est le changement. Exactement. En fait. Et je trouve ça très important parce que dans des moments de peur, d'insécurité, de naviguer un peu à vue, hein, comme on a de moins en moins de certitude finalement sur qu'est-ce qui va faire notre sécurité, hein, sur quoi se construit la sécurité, qu'elle soit financière, affective, santé. Et donc de s'entraîner par vivre avec cette disponibilité de mieux sentir, de mieux se sentir, de mieux ressentir, de mieux faire attention et porter attention à cet organe-là essentiel, peut nous permettre aussi d'accepter l'incertitude et de ne pas absolument vouloir avoir des références, parce que sinon on ne voit et on ne veut que qui on est. Oui. Et que ce qui est là maintenant, et puis... et c'est figé. Et tout, c'est voué à la tout souffrance. changement est vécu comme une violence. Et on le voit aujourd'hui dans nos sociétés que on a tendance à être un petit peu phobique du changement. Moi, je parle en tant que femme là, de 36 ans. Je commence à me dire, parce que c'est quelque chose qu'on m'a aussi mis dans le crâne, que je commence à vieillir, il y a quelque chose de terrible, etc. Alors que pas du tout. Et puis surtout, en fait, c'est naturel et ça concerne tout le monde. Il est important de ne pas trop s'en préoccuper et même de l'accueillir et de le célébrer. Tout est en évolution perpétuelle. Je me permets de dire que là, on est donc chez vous, dans le 18e arrondissement où moi j'ai grandi, qui est un quartier très très cher à mon cœur. Chaque fois que je viens dans le quartier, il y a une petite partie de mon cœur qui se brise en constatant que les commerces changent. La rue Poulet de mon enfance n'est pas la même que la rue Poulet d'aujourd'hui, et puis elle a changé plein de fois. Et je trouve cette image des commerces qui changent très parlante, parce que j'y vois toujours une espèce de métaphore de la vie, c'est-à-dire qu'on est attaché à des choses, à des espèces de référents, on est bouleversé quand ils changent, et puis en même temps on est incapable de se souvenir de ce qu'il y avait avant, ce qui est très très perturbant. Et puis en fait, voilà, notre vie, elle est comme une rue dont petit bout par petit bout, les choses changent les unes après les autres. À la fin, ça n'a plus rien à voir avec le début, et pourtant tout s'est fait de manière un peu imperceptible, et on ne s'est pas vraiment senti changer. Mais on n'a pas d'autre choix que d'accepter ça. Et je crois qu'effectivement, comme vous dites, d'être connecté aux odeurs, d'avoir conscience que tout est tellement subtil, tout est tellement mouvant. En fait, c'est beau.
Et on a cette idée aujourd'hui que les choses devraient être figées. Bon, je parlais de l'âge à l'instant, mais en fait, ça se retrouve dans plein de domaines différents, et même dans la parfumerie. Les parfums d'aujourd'hui, ceux qui marchent en tout cas, ont tendance à être très monolithiques. C'est des odeurs qui évoluent peu. Ça, c'est une évolution que je remarque et qui me paraît très intéressante, mais sur un plan philosophique. Au-delà de ce qu'on peut dire sur, effectivement, il y a plus de produits de synthèse. Les produits de synthèse, par définition, ont des odeurs un peu moins facettées que les produits naturels, puisque les produits de synthèse sont des molécules isolées, alors que les produits naturels sont plein de molécules différentes. Donc c'est des odeurs qui sont plus lisibles, plus claires, c'est comme une note versus un accord. Le fait qu'on ait tendance à aujourd'hui créer des parfums qui soient de moins en moins évolutifs, pour moi ça reflète aussi ce changement presque paradigmatique. Enfin, c'est cette idée que les choses ne doivent pas évoluer, que le changement est vécu comme quelque chose d'incertain, de potentiellement dangereux, ou en tout cas de pas souhaitable. Alors qu'il y a quand même une magie fabuleuse aux parfums qui évoluent. Les parfums qu'on met et qui ont une identité différente à l'instant T, 2 heures après, 8 heures après, moi je trouve que c'est quelque chose de beau, justement parce que aussi c'est vivant, c'est à l'image de la vie. C'est vivant, c'est ça. Et moi j'ai pas envie d'avoir toujours la même odeur, j'ai pas envie d'avoir toujours le même visage, j'ai pas envie d'avoir toujours les mêmes idées non plus. Je suis ravie de penser que peut-être en sortant d'ici, j'aurais peut-être un peu changé d'avis sur certaines choses, pourquoi pas. Ouais, mais ça, je trouve que c'est le propre. Enfin, je ne sais pas si c'est lié au fait que vous vous intéressez particulièrement aux odeurs et que vous viviez avec ce nez par le bout du nez, par le bout de votre nez, mais je pense que ça cultive ce caractère d'ouverture. C'est obligatoire parce que, en plus, je crois que la curiosité olfactive, c'est comme une boule de neige, c'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser à la dimension odorante du monde, je sais pas, on est comme dans un magasin de jouets, justement. Ah, mais pour moi, c'est le meilleur antidépresseur de la planète. Moi, je me suis soignée, on va dire, souvent, j'ai des moments les pires de ma vie, je rentrais dans des parfumeries. Les odeurs je veux dire, le monde de l'odorat m'a sauvé l'esprit. Enfin, l'esprit perturbé, on va dire, ou affecté. Alors, ce qui est génial, c'est vrai que quand on sollicite l'odorat, ne serait-ce que parce que ça demande une qualité d'attention assez particulière, assez différente de celle qu'on a tendance à avoir par défaut, qui est une attention visuelle mais très peu olfactive. Donc déjà, à mon avis, ce déplacement de l'attention nous fait du bien en tant que tel. Parce ça enlève une charge mentale. Ça nous enlève une charge mentale, évidemment, ça améliore la plasticité du cerveau aussi, de s'habituer à ne pas être tout le temps sur le même registre d'attention. Et ça, je ne l'invente pas, hein. C'est vrai que solliciter son odorat, sentir en conscience, ça stimule la neurogénèse, donc le renouvellement des neurones olfactifs, et c'est bon aussi pour de manière générale, la santé du cerveau, quoi, et les fonctions cognitives notamment. Donc sentir, probablement parce que c'est quelque chose qu'on a si peu l'habitude de faire, ça nous fait du bien, ça nous maintient en forme d'un point de vue cérébral. Donc il y a sûrement du vrai dans ce que vous dites. Et puis vous parliez tout à l'heure d'ouverture, de curiosité, etc. Je crois aussi que quand on s'intéresse vraiment aux odeurs, qu'on se rend compte que certaines nous procurent un plaisir immense, que d'autres nous plongent dans le dégoût, le désarroi ou réactivent des souvenirs douloureux, on se rend compte de la subjectivité de nos perceptions. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas tant que ça l'occasion de cultiver, je trouve, cette idée que ce qui est vrai pour l'un peut être pas du tout vrai pour l'autre, et puis que c'est pas très grave en fait. Mais que la différence, être différent, penser différemment, ça n'empêche pas d'aimer l'autre. Ça n'empêche pas d'aimer l'autre, ça n'empêche pas de vivre ensemble, et puis surtout, puisqu'on est tous différents, ben, ça s'annule en fait. Et l'odorat, c'est vraiment le sens des affects primaires, justement parce que son traitement est d'abord inconscient. Les réactions qu'il provoque en nous, elles sont véritablement viscérales. Elles ne sont pas modérées en quelque sorte par notre raison. Ça, c'est en premier lieu. Mais rien ne nous empêche de faire ce petit pas qui consiste à vouloir sentir, donc se connecter délibérément à son sens de l'odorat pour ne pas laisser l'odorat tout seul. Il mène très bien la danse tout seul, on peut lui faire confiance, il n'est pas là pour nous faire du mal, il est là pour veiller à notre survie. Mais est-ce qu'on a juste envie de survivre ou est-ce qu'on a envie de vivre ? Et je crois qu'à travers l'odorat, on peut vraiment avoir une expérience de vie qui est considérablement enrichie.
bah, c'est quand même fabuleux, quoi. C'est quand même fabuleux. Et je crois qu'il n'y a pas forcément besoin d'être constamment branché à son odorat, de devenir un geek pour avoir accès à ça. Il faut simplement être un tout petit peu plus... Je crois que c'est comme la méditation, en fait. C'est ça. La méditation, finalement... Porter l'attention. C'est porter l'attention et c'est rien de plus qu'un exercice de réitération jusqu'à ce que ça devienne un peu naturel. Il faut entraîner quand même. C'est-à-dire qu'il faut talonner au départ, un petit peu. Au départ, il ne faut rien lâcher, il faut se mettre des petits coups de cravache et se dire non, tu arrêtes de penser à ta journée, tu reviens à la méditation, tu reviens à ton souffle, tu reviens à ton souffle. C'est une forme de longue méditation, sentir en fait. Je crois que c'est une forme de longue méditation dans le sens en tout cas où c'est une manière de garder constamment la main sur le fil de l'ici et maintenant. Il y a une autre dimension, une autre facette de cette dimension universelle de l'odorat, alors que j'ai découvert bien plus tard, mais qui m'a beaucoup... on parlait au début de cet entretien de mon intérêt d'enfant pour les animaux, les végétaux, tout ce qui n'était pas humain. Et c'est bien plus tard que j'ai appris que finalement l'odorat en tant que sens chimique, c'est-à-dire c'est un sens qui se base sur l'analyse de molécules odorantes, c'est un sens qu'on partage avec toutes les espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales. Les plantes communiquent entre elles par communication chimique, c'est-à-dire par échange de signaux odorants, et donc d'une certaine manière par le biais de l'odorat. Alors c'est pas l'odorat comme nous on l'entend, mais c'est leur sens chimique à elles. Les animaux c'est pareil. L'odorat c'est un sens qui est à la fois très négligé par notre espèce humaine, en tout cas à notre époque, mais qui est quand même un sens qui nous relie vraiment à beaucoup plus grand que nous. C'est le sens qu'on partage encore une fois avec tout ce qui partage cette planète avec nous. C'est quand même quelque chose de dingue de se dire ça. C'est géant. Que tout ce qui vit, et encore une fois, de l'algue à la baleine, en passant par le chêne, le champignon, tout est équipé de manière à pouvoir émettre et recevoir des molécules odorantes avec son espèce ou avec d'autres espèces à des fins de communication ou de reproduction ou d'information. Quand on reprend cette photo, dont on ne s'est pas beaucoup éloigné finalement, est-ce que vous êtes fière de ce que vous avez fait de vous ? Je suis assez fière de ne lui avoir finalement jamais vraiment lâché la main. Et je suis fière qu'aujourd'hui, cette petite fille qui est encore évidemment moi, dont je me sens toujours très proche, continue de me guider puisque les questions qui m'animent aujourd'hui, les idéaux que j'ai envie de défendre aujourd'hui, c'est les mêmes que ceux que j'avais quand j'avais 4 ans. Et je dirais que je suis plus proche d'elle aujourd'hui que je l'étais il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Je crois qu'aujourd'hui, par le biais de ce que j'écris, par le biais... alors récemment, j'ai coordonné un ouvrage d'éveil olfactif, beaucoup à destination des enfants, pour justement, avec des idées d'activités pour éveiller l'odorat des plus jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs. Mais surtout des plus jeunes. Comment il s'appelle ? Manuel d'éveil olfactif pour petits et grands. Ça a à voir avec Né en herbe ? Tout à fait. D'accord. C'est un ouvrage collectif qui a été co-signé par plusieurs membres de l'association Né en herbe dont je fais partie, ouvrage que j'ai co-coordonné. Et donc j'ai l'impression aussi, par le biais de cet engagement, de même me rapprocher encore un peu plus de cette petite fille qui s'étonnait justement que les odeurs aient si peu de place dans nos vies d'humains. Et de lui dire, regarde, j'essaye de faire un peu ma part pour que ça avance. Ouais, j'adore. Merci, Sarah. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette exploration sensorielle vous a touché, je vous invite à lire Par le bout du nez de Sarah Boisse aux éditions Calman Lévy. Et pour prolonger l'expérience en famille, découvrez le travail de l'association Né en herbe et leur manuel d'éveil olfactif pour petits et grands. Une invitation joyeuse à sentir, jouer et explorer les odeurs ensemble. Ouvrez vos narines et reconnectez-vous à votre sens olfactif comme un plaisir, un petit bonheur de la vie. On se retrouve le 14 décembre pour une rencontre sensorielle très théâtrale et d'ici là, sentez-vous bien.